Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, alors une fois n'est pas coutume, je commencerai mon propos par une citation. Rassurez-vous, Monsieur le Président, je ne vais pas convoquer Spinoza ou Platon de bon matin. Je reprendrai plutôt les mots du président François Sauvadet lors des assises des départements de France à Agen la semaine dernière. Il a déclaré devant l'Assemblée des départements de France « Nous sommes les élus du peuple dans nos cantons ». Nous sommes donc toutes et tous les représentants dans nos cantons des politiques publiques et plus particulièrement des politiques départementales et nous œuvrons au quotidien pour la qualité de vie de leurs habitants. Dans cette session, vous nous annoncez 2 millions d'euros en faveur des établissements médico-sociaux pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Bien évidemment, nous sommes d'accord avec cette idée. Mais il ne s'agit ni plus ni moins que d'un pansement posé sur une hémorragie. Vous nous proposez une politique de la rustine. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Comment accompagne-t-on ces établissements dans le futur? Comment accompagne-t-on la hausse des salaires pour leurs permanents? Et surtout, quelle politique publique définissons-nous pour les établissements médico-sociaux? Des directeurs d'établissements nous font part de leur inquiétude dans tous les cantons quant à la montée des charges en 2023 sans augmentation de leurs recettes. Sur cette question-là, quelle est la vision de l'exécutif? Et c'est bien un manque de vision qui se fait ressentir. De la bobologie sur une inflammation chronique, des réponses conjoncturelles à des problèmes structurels. Dimanche dernier, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont marché à Paris contre la vie chère et l'inaction climatique. Mardi, c'était les syndicats. Recevoir une facture de gaz ou d'électricité devient aujourd'hui une angoisse qui ne touche plus seulement les plus pauvres, mais qui atteint aussi les classes moyennes. Alors, que vont faire ces personnes demain, celles qui ne peuvent plus joindre les deux bouts? Elles ne vont pas baisser le chauffage à 19 degrés. Elles vont tout simplement ne pas l'allumer du tout. Elles iront voir le maire de leur commune, leur conseiller départemental, frapperont à la porte des services sociaux pour demander l'aide sans laquelle le quotidien ne sera plus supportable. Ou peut-être même ne le feront-elles pas, tellement l'État et les collectivités ne représentent plus un « nous » dont elles feraient partie, mais un « eux » dont elles finissent par se défier. Et c'est les départements, encore une fois, qui sera mis en position d'allouer une aide financière à travers ces dispositifs. C'est précisément le moment que choisit ce gouvernement, et Elisabeth Borne l'a confirmé, pour vassaliser les départements en jugeant de l'opportunité de leurs dépenses. En d'autres termes, elle nous dit « l'État est défaillant, nous vous transférons les dépenses, mais arrangez-vous pour dépenser encore moins ». Il faut tout de même avoir un certain culot. Peu importe les besoins du territoire, peu importe le contrat social passé avec les habitants, peu importe l'apport des services publics. En bref, peu importe le peuple devant lequel nous devons pourtant répondre. Encore une fois, la défiance de l'État, qui est entretenue par l'action même de l'État et dont il feint de s'étonner quand le peuple ne vote plus ou vote comme il ne faut pas. On nous opposera d'ailleurs la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Mais il s'agit bien ici de maîtriser les dépenses de l'État seulement, dont le déficit est estimé pour l'année prochaine à hauteur de 125 milliards d'euros, alors que les collectivités ont, elles, l'obligation de présenter des budgets à l'équilibre. Nous pourrions prendre l'exemple du RSA, où nous pouvons nous poser la question de la défaillance de Pôle emploi, bientôt France Travail, pour que des personnes en recherche d'emploi en arrivent aux minima sociaux. En ce sens, nous présenterons une motion sur la réforme de l'assurance chômage, réforme qui stigmatise encore un peu plus les plus précaires. En commandeur non payeur, l'État rajoute périodiquement des dépenses qu'il nous impose en faisant mine de ne pas les voir. Ne mettre en avant que les recettes sans regarder les dépenses. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Le département est pourtant appelé à la rescousse de toutes les crises climatiques, sanitaires et sociales. C'est le dernier filet de protection
qu'on pointe comme aujourd'hui inflation et crise énergétique. Je ne résiste pas à l'idée de faire un parallèle entre l'attitude nationale que je viens de décrire et parfois celle que l'on peut constater au Parlement de Navarre. À l'ordre du jour de cette session, vous nous proposez une décision modificative du budget, la deuxième de l'année, où la collectivité doit compenser la hausse des taux d'intérêt de la dette sur la partie à taux variable. Lorsque les élus du groupe, par la voix de Véronique Dehos, proposaient au moment du budget de réinvestir l'excédent lié au DMTO plutôt que de l'affecter à l'annulation de l'emprunt d'équilibre, nous étions des irresponsables obsédés par la dépense. Il s'avère que la gestion, c'est aussi et peut-être surtout de l'anticipation. Mes collègues reviendront dessus tout à l'heure avec une démonstration qui devrait, je l'espère, vous inciter à l'écoute sur nos propositions. À ce sujet, je n'oublie pas, Monsieur le Président, votre déclaration d'intention au moment de nos élections qui nous invitait à co-construire dans l'intérêt des habitants de ce département. Aussi, dans le règlement d'aide aux communes, nous proposons un amendement afin que les nouveaux projets financés par le département correspondent bien aux besoins des populations en garantissant leur expression. Soulignons enfin que la séance plénière est diffusée sur Internet. Cela participe aussi à la citoyenneté que de permettre au plus grand nombre d'assister à nos échanges. Vous proposez d'ailleurs aujourd'hui un plan d'action sur la participation citoyenne. Je laisserai mes collègues y revenir, mais là encore, nous devons être guidés par un objectif clair, redonner la parole aux citoyens, et notamment à celles et ceux qui ne la prennent plus, même par le bulletin de vote. C'est ainsi que la participation s'adossera à la responsabilisation afin de retrouver, pour reprendre la formule de Michel Foucault, le gouvernement de soi et des autres. Je crois, et avec mes collègues du groupe de gauche, qu'il appartient à la collectivité de garantir que les investissements publics bénéficient aux gens dans leur quotidien et sont garants d'assurer un minimum de confort de vie. Nous avons des collègues d'autres départements qui ont vu les effets de l'absence d'écoute des populations. C'est l'arrivée d'élus du Rassemblement national dans les assemblées, la seule force qui ne les a pas encore déçus, à force de défiance, de mépris et d'abandon. Nous combattons tous cela tous les jours et nous devons y penser collectivement. Les temps ne sont plus à bâtir pour laisser sa trace, mais bien à aménager des cadres de vie et des conditions de vie favorables au plus grand nombre. C'est de cette manière que les citoyens et les élus retrouveront une confiance mutuelle. Si l'on s'engage en répondant à leurs besoins, il est temps de changer donc de méthode et d'aller au-delà des discours. Et je le dis avec d'autant plus de gravité, Monsieur le Président, mes chers collègues, que l'on sait à quel point urgence sociale et urgence climatique vont de pair. Un exemple, lorsqu'on sait les problèmes du logement au Pays Basque, on ne peut plus, comme vous l'avez déclaré dans la presse locale, dire que le zéro artificialisation des sols n'est pas adapté à la situation actuelle. Le problème du logement vient en grande partie, et mon collègue Henri Bellegarde peut en témoigner, du phénomène des volets fermés, de la spéculation immobilière et non du manque de logement. Construire plus de logements n'entraînera que l'aggravation du problème et non sa résolution. À l'heure où l'on constate l'érosion du trait de côte à Bidart, à Hendaye, il nous paraît très court-termiste de vouloir régler un problème en aggravant un autre. Vous nous avez invité largement à une démarche prospective, et vous l'avez rappelé dans votre discours, Monsieur le Président, cela fait plus d'1 an. Où en sommes-nous? Où en est la co-construction? Je crois, Monsieur le Président, que nos sessions se suivent sans véritablement insuffler une vision prospective comme les temps actuels l'exigent. Il y a urgence. Chacune de nos décisions doit répondre à ces questions. Est-ce que cette décision rend le monde de demain plus vivable? Est-ce que nos actions répondent à l'appel de la jeunesse sur la peur qui la taraude aujourd'hui de penser que le futur ne serait que souffrance? Adapte-t-on suffisamment la politique agricole aux enjeux d'aujourd'hui?
Comment préserve-t-on les ressources existantes? Mon collègue Franck Lamas proposera une motion de sanctuariser des espaces de biodiversité dans le département en adéquation avec le schéma des espaces naturels sensibles qui va dans ce sens. Nous avons tous et toutes en tête la sécheresse tout au long de l'été. Depuis le début de l'année, il est tombé dans les Pyrénées-Atlantiques la pluviométrie d'Alger. Combien de temps pourrons-nous faire face? Combien de temps nous pourrons faire pousser du maïs ou du blé à ce rythme? Que vont devenir nos bois, nos forêts, nos montagnes, nos stations de ski? Le futur dont nous vous parlons, Monsieur le Président, mes chers collègues, séance après séance, depuis des années, ce n'est plus demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ici. Je ne doute pas, comme souvent, que vous saurez nous répondre par des chiffres, par des millions qui seront distribués en faveur de telle ou telle politique. La réussite d'un dispositif passe bien évidemment par les moyens financiers et je ne veux pas opposer des solutions. Ce que je dis, c'est que nous devons mettre les moyens là où ils sont nécessaires et urgents, au service du peuple dont nous sommes les représentants. Je vous remercie.